sublimène, sub et limène, nous obtenons un début de définition comme quoi une image subliminale est perçue sous le seuil de la conscience. Pour ainsi dire, c'est un message visuel capté inconsciemment par notre cerveau. L'information émise par une image subliminale est captée par nos nerfs optiques, puis est saisie par le tectone. C'est pour cela que nous n'avons pas conscience d'avoir reçu une information qui, normalement pour être vue, doit être saisie par le cortex. Vers la fin des années 50, la firme Coca-Cola s'intéresse à l'utilisation de la publicité subliminale. Elle organise en collaboration avec un publicitaire, Jim Vicari, une campagne ayant pour but d'augmenter de manière effective la consommation de leurs produits. Cette expérience fut réalisée aux USA dans de nombreuses salles de cinéma du New Jersey. Elle consistait à introduire le sigle Coca-Cola durant la projection d'un film devant un public non averti. La résultante d'un tel projet fut largement positive. Ils constatèrent une augmentation de 18% à la consommation de leurs produits. Lors des élections présidentielles de 1981 qui opposaient M. Mitterrand et M. Giscard d'Estaing, il a été découvert que le visage d'un candidat avait été incrusté de façon subliminale sur le logo A2. De nombreux individus ont cru reconnaître le visage de M. Mitterrand. L'utilisation des images subliminales se manifeste également dans l'univers fermé des sectes. C'est essentiellement à partir de 1983 qu'elles ont été aperçues dans les publications des témoins de Jéhovah, connus sous le nom de la Watchtower. Ces images ont pour but d'influencer les adeptes de la secte à reconnaître le pouvoir divin. En effet, sur ce premier exemple, c'est un visage diabolique que nous voyons se fondre sur une main venant du ciel. Dans le second exemple, nous voyons en premier plan une foule de personnes d'apparence paisible dominées en arrière-plan par un décor naturel qui finalement s'avère être une gargouille. Ces symboles ont pour but de montrer la supériorité de Dieu sur l'homme pour que les adeptes se soumettent. On retrouve des exemples d'images subliminales dans le monde artistique. En effet, le peintre célèbre Salvador Dali a réalisé Le marché aux esclaves, œuvre dans laquelle apparaît au centre de l'image le buste camouflé de Voltaire. Les sectes, la publicité ou la politique sont des domaines dans lesquels les individus sont fortement sollicités. C'est par évidence une raison d'emploi du subliminal, sans quoi l'utiliser serait sans intérêt. Pour reconnaître ses influences sur le comportement d'adhésion, le subliminal a été testé maintes et maintes fois. Retenons l'expérience de Coca-Cola, vue auparavant, qui est un exemple type de réussite. C'est pour cela que nous pensons que les images subliminales peuvent avoir une influence sur notre comportement. Et vous, qu'en pensez-vous ? Une expérience qui a été réalisée par un mentaliste qui s'appelle Darren Brown, qui consistait en la chose suivante. Il a demandé à des publicitaires de réaliser une campagne de pub pour
une marque absolument inconnue de taxidermie en 20 minutes. Donc il leur a envoyé un taxi et leur a donné rendez-vous à son bureau. Les mecs ont mis à peu près 20 minutes à arriver, ce qui fait que quand ils sont arrivés, ils ont pu tout de suite dire ce qu'ils allaient faire comme campagne. Et quand ils sont entrés dans le bureau, il y avait une enveloppe qui était fermée, qui était posée sur le bureau. Donc les types ont commencé à expliquer, voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et à un moment donné, Derren Brown ouvre l'enveloppe et leur montre que ce qu'il avait dans l'enveloppe, c'était exactement ce qu'ils avaient prévu. Comment a-t-il réussi un tour pareil? Alors c'est absolument pas dans les usages quand on fait de l'illusion d'expliquer les tours, mais celui-ci sert mon propos, donc j'ai quand même le faire. Ce qui se passe, c'est que sur le chemin qu'ils ont parcouru en taxi, il avait fait mettre des affiches publicitaires qui donnaient des indications de ce qu'ils voulaient. Donc en taxi, ces publicitaires ont vu ces affiches sans y prêter attention, et c'est ce qui leur a mis en tête les idées qu'ils devaient avoir pour leur campagne d'affichage pour cette marque à la con de taxidermie dont personne ne connaît rien. Voilà. Et là, on touche à un sujet qui est très hype en ce moment et qui pose de nombreux problèmes d'éthique, qui est le neuromarketing. À savoir comment est-ce qu'on peut manipuler vos cerveaux pour vous vendre notre produit. Pour faire simple. Donc il faut bien comprendre que là, on est de plein pied dans la manipulation. On a tous vu cette publicité avec la nana qui est en train de bouffer un yaourt ou du chocolat et qui donne l'impression qu'elle est sur le point d'avoir un orgasme. L'idée des marketeurs derrière ce genre de campagne, c'est que vous utilisez vos neurones miroirs pour être devant la télé à faire ça. Ah, j'aimerais bien prendre mon pied comme ça. Et elle mange un yaourt. Ah. Alors je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. Sauf que le problème, il faut faire attention parce que ça marche. Ça fait appel à des circuits qui sont inconscients dans notre cerveau. Inconscient. Donc ça marche. Dire qu'on soit clair, si vos neurones miroirs ne fonctionnent pas, vous n'êtes pas un surhomme. Vous entrez dans une des catégories suivantes qui sont des comportements schizoïdes, des sociopathes, des pervers, etc. et autres joyeusetés. Elle est où? J'ai entendu un boum. Les neurones miroirs sont responsables des comportements de foule, des comportements de masse. Que vous voyez un vol d'oiseaux, un banc de poissons ou un troupeau de bestiaux, quel qu'il soit, il y a du neurone miroir qui bosse. Parce qu'on sait que dans un mouvement de foule, c'est-à-dire que vous imaginez une foule où tout le monde est calme et serein, et 5 minutes après, vous avez une foule enragée où tout le monde a envie de tout casser, on sait bien qu'il n'est pas dans l'intention de chaque individu spécifiquement de tout casser. Qu'il y a une espèce de conscience collective qui a pris le dessus. Les gens se contentent d'imiter ce qu'ils pensent que les autres vont faire. Et ça s'appelle le comportement grégaire. In order to test the effects of an incapacitating drug under field conditions, a simple exercise was devised. The troops were given the same quantity of water to drink before each day's exercise. Unknown to the troops, the drug was added to the water on the second day. The drug was given orally to the men in the hospital ward at 11:15. And they immediately embussed, arriving at the exercise area 10 minutes later. At 11:40, the first effects of the drug make their appearance. The men no longer take cover, they relax and begin to giggle. At this time, one man is more severely affected than the others, losing all contact with reality, dropping his rifle and becoming unable to take any part in the operation. In fact, he has to be withdrawn from the exercise a few minutes later. Section 2 starts to advance to Redwood. The troops have lost their air of urgency and many men are laughing. Meanwhile, radio communication at the beaches has become difficult, if not impossible. Men with no specific task to perform have relapsed into laughter and inconsequential behavior, though they are still capable of sustained physical effort. This man nearly succeeded in felling this tree using only a spade. 70 minutes after the administration of the drug, with one man climbing a tree, the troop commander gives up, saying, "I cannot do anything about this. I cannot control the men and I can take no action myself. I am wiped out as an attacking force."
typical drill sergeant ordered his men to fall in. The squad, composed of volunteers for the test, responded like well-trained soldiers, immediately and without question. On the drill field, the men obeyed his commands accurately and with precision. A second drill sergeant assumed command. He put the squad through its paces capably. This man also proved to be an able drill sergeant, giving precise commands. Hours later, the squad, all except the drill sergeant, now drugged with LSD, again was ordered to fall in. The response was not the same. The squad leader thought it was not necessary for him to dress right. There was much laughter as the group attempted to give expression to inner emotion. This elation was group-supported, and an individual who was separated from the group would show severe disturbance. Notice the volunteer who salutes several times. 5 minutes later, his severe depression caused the medical officers to end his participation in the test. Response and actions of the drill sergeant who did not receive LSD were as before. But in marching, the drugged squad, although starting fairly well, gave a sluggish and ragged performance. After a few minutes, the men found it difficult to obey orders, and soon the results were chaotic. The second drill sergeant, who had performed effectively earlier in the day, was now given command of the squad. He too had received LSD, and he no longer was an effective leader. When an officer ordered the leader to drill the squad, he responded with, "You want them drilled? You drill them." Ordered to leave the field, he refused to go. In answer to a direct question, he said he was capable of drilling the men and was instructed to do so. Minutes later, it was evident that he was unable to carry out his orders, and he was escorted from the field. We have seen some of the effects of LSD. What effect would it have on a vital operation? Further research is required to give us that answer. Morning. Here's the news. Civil Defense Headquarters announced today that the sharp increase in the number of cases of illness during the last few days have led authorities to suspect that a biological warfare attack may have taken place. Avec les investissements qui ont été faits, tout l'argent qui a été injecté, les projets militaro-médicaux paranoïaques développés durant la guerre froide sont devenus de plus en plus pointus, très sophistiqués, et d'une certaine manière, totalement effrayants. Staline aussi tient à son homme nouveau. Dans ces années d'après-guerre, il veut voir triompher une génétique proprement soviétique, aussi délirante que criminelle. Il dit vouloir des machines de guerre humaines, des hommes nouveaux, insensibles à la douleur et même, croit-il bon de préciser, indifférents à la qualité de la nourriture. Les prétendus généticiens et autres charlatans qui entourent Staline pour ces derniers jours auront à rivaliser avec des médecins américains qui, eux aussi, vont travailler à contrôler les corps et les esprits. Et l'idée, c'est à ce moment-là de mettre en place un Mind Control Project, un projet de contrôle de la pensée.
Ce projet répond au nom de code Ultra Mind Control. Et le mot control est écrit avec un K allemand, pas avec le C américain. Cela montre à quel point les médecins allemands étaient impliqués dans le projet de contrôle de l'esprit. Ce que l'on sait peu, c'est que des scientifiques allemands ont assisté le gouvernement américain dans son programme d'armes chimiques, d'expérience avec le LSD et tout un arsenal psychochimique, des armes qui affectent l'esprit plutôt que de brûler la peau. En 1951, l'armée américaine recrute des psychiatres pour travailler sur un programme top secret. L'un des principaux acteurs de ce programme était James Ketchum, un psychiatre qui a mené des expériences sur des soldats dits volontaires entre 1955 et 1975. James Ketchum était un brillant médecin. Il ne regrette pas une seconde de s'être livré à ces expériences. Avant de nous recevoir chez lui, en Californie, il a longuement hésité. Méfiant, nous a-t-il dit, à l'égard de ces Français qui venaient le questionner sur ses plus belles années. Le chef de l'unité psychiatrique à l'Institut de recherche de l'armée à Washington m'a demandé si je voudrais rejoindre Edgewood en tant que psychiatre, car il n'en avait pas. Il m'a demandé de diriger le programme concernant les drogues et les effets psychologiques. Edgewood Arsenal est situé tout près d'une importante base militaire, non loin de Baltimore. Pratique quand on veut recruter de jeunes appelés pour des expériences. Mais à Edgewood, toutes les expériences ne sont pas d'ordre médical. On a demandé à certains des scientifiques allemands s'ils voulaient travailler avec nous. Ils avaient les méthodologies et ils se sont montrés particulièrement loyaux envers les États-Unis. Je ne crois pas que nous ayons fait quoi que ce soit pouvant être critiqué en utilisant le talent de personnes voulant aider les États-Unis, une fois la guerre terminée. À l'époque, des travaux avaient déjà été menés avec l'atropine, par exemple, et même avec le LSD. Avec le LSD, on pouvait obtenir une drogue qui ne tuait pas, mais dont les effets étaient suffisamment puissants pour qu'un individu puisse être capturé. Ils ont également essayé d'utiliser le LSD sous toutes les formes possibles, par exemple comme agent chimique pour discréditer les ennemis. L'idée était, si la cible était un homme politique, de lui donner du LSD sans qu'il s'en aperçoive, avant un discours, et qu'une heure après, il devienne fou et qu'il profère des paroles incohérentes, et qu'ainsi il se discrédite lui-même. C'est ce que les Américains ont tenté d'expérimenter, par exemple, au moment de la crise de 1956 et de la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte du colonel Nasser. Ce chef d'État bien trop nationaliste et ouvertement hostile aux intérêts occidentaux va se retrouver dans la ligne de mire des services secrets de l'armée. Ceux-ci vont très sérieusement étudier la possibilité de le compromettre en imaginant de lui faire prendre du LSD à son insu. Here's a group of normal soldiers responding correctly to a series of routine drill commands. After receiving a small dose of LSD, they're confused and undisciplined. Le général Crisis s'est adressé au Congrès en expliquant à quel point le LSD était une drogue formidable et comment elle vous faisait décoller. Il a exposé comment on pouvait faire planer pendant plusieurs heures et rendre quelqu'un incapable de concentrer ses efforts sur une tâche. Et le Congrès l'a cru. En fait, il n'y a eu qu'une seule voix contre ce projet. Ils ont été 450 à voter pour tripler le budget du programme d'armement chimique. Voici un cas. Cette personne m'avait été amenée un an auparavant pour me parler d'un problème avec sa petite fille. On le voit totalement confus. Il essaye de me faire quelque chose. Il a quelque chose et il s'y accroche. Lorsque l'armée américaine a découvert le LSD au début des années 1950, pendant la guerre froide, tout le monde a cru que ce serait le début d'une nouvelle ère. Mais on est allé plus loin encore en imaginant un scénario où le LSD serait transformé en gaz, en arme de guerre chimique, propre à être dispersé sur une population entière. Ainsi, on croyait pouvoir soumettre une population, ce qui évidemment aurait présenté des avantages stratégiques. Attention all bases, attention all bases. This is Iron Hand, this is Iron Hand. This is a SAC alert. La drogue que nous avons étudiée après le LSD s'appelait Busy. Le Busy est une drogue qui fait partie de la famille des glycolates. Elle produit des hallucinations, mais pas comme le LSD. Quand une personne est sous l'influence du LSD, elle peut se rendre compte qu'elle hallucine. Elle peut voir des choses, mais c'est déformé. Le Busy, c'est la plus délirante des fantasmagories. Vous voyez des choses qui n'existent pas, et en revanche, vous ne voyez pas ce qui existe. Ces expériences sont devenues fascinantes avec les effets du Busy, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et mon intérêt n'a jamais cessé depuis. Dans cette étude, du Busy a été injecté. On en a administré différentes doses à 4 personnes. Cet homme, par exemple, en reçoit par inhalation. On voit ici de quelle manière. La drogue était administrée par inhalation.
Contrairement au LSD, le BZ peut prendre la forme d'un gaz. Il a été standardisé sous la forme d'une arme et il est même devenu l'une des principales armes de l'arsenal chimique de l'armée. On a fabriqué des grenades avec le BZ, des bombes, toutes sortes d'armes qui, lorsqu'elles explosent, diffusent le gaz et neutralisent les victimes. Là, on voit une personne qui a reçu une forte dose, en train de regarder à travers la vitre, et de se demander ce que fait la caméra. Il est un petit peu désorienté. Le BZ est plus puissant que le LSD puisque ses effets durent plus longtemps. Les effets du LSD peuvent se prolonger jusqu'à 10 ou 12 heures. Le BZ peut avoir des effets durant 3 jours avec des effets secondaires pouvant aller jusqu'à 6 semaines. Il ne se sent pas bien. Il a la bouche sèche. Il a très froid. On le gardait dans une chambre capitonnée afin qu'il ne se blesse pas tout seul en tombant. Et heureusement, ça n'est pas arrivé. À l'évidence, il y a un compromis à trouver avec les besoins militaires. Parce que nécessairement, quand vous êtes soldat, vous perdez une partie de vos droits. La plupart de vos droits, presque tous même. Alors ce compromis entre l'objectif militaire et l'éthique médicale est très difficile à obtenir. Les gens sont toujours prêts à critiquer la façon dont nous avons recruté nos volontaires. On l'a fait du mieux qu'on a pu. On les a traités du mieux possible. Et la plupart d'entre eux s'en accommodaient très bien. Les volontaires ne faisaient pas vraiment de résistance. Très peu renonçaient aux tests, malgré le fait qu'on leur laissait la possibilité de les refuser. Car ils devaient signer un formulaire spécifique pour chaque drogue qu'ils recevaient, en plus du formulaire pour intégrer le programme. Le soldat est un parfait cobaye. Il doit obéir aux ordres. Il est dans une situation très particulière, car il porte l'uniforme, et à ce titre, il dépend totalement de ses supérieurs. Il constitue donc un champ d'expérimentation idéal. Parmi les soldats cobayes d'Edgewood, il y avait Franklin Rochelle. Avec 5 autres vétérans, membres d'une association d'anciens combattants du Vietnam, il a porté plainte contre l'armée. Franklin Rochelle n'était qu'une jeune recrue de 20 ans en 1968, lorsqu'il s'est porté volontaire pour participer à un programme d'essai d'équipement militaire, disait-on. Avant de découvrir qu'en fait, il s'agissait de tests de nature médicale. Il a signé après avoir reçu l'assurance que ce qu'il allait vivre était sans danger pour sa santé. Plusieurs personnes ont été victimes de ces expériences. Et le docteur Ketchum, il sniffait trop de colle. Vous pouvez l'écrire si vous voulez le faire savoir. Mais c'est mon opinion sur le docteur Ketchum. Lors du premier test, je n'ai pas ressenti d'effet. C'était une injection, c'était une aiguille. Le second test, en revanche, là, j'ai eu des effets. C'était une drogue hallucinogène très puissante. J'étais sous influence jusqu'à ce qu'ils me laissent sortir après 2 jours et demi. Ils m'ont pris dans ce qu'ils appelaient une air sol unit. C'est comme une machine à respirer, comme quand vous respirez dans une machine pour voir vos poumons. Là, j'ai entendu une valve s'ouvrir et j'ai entendu le gaz arriver. Je l'ai inhalé profondément. Ce dont je me rappelle pour ce test, c'est quand j'ai eu des hallucinations, lorsqu'on retourne dans nos lits et qu'on essaie de dormir. Je n'arrivais pas à dormir. J'entendais des gens qui m'appelaient, on entend des trucs. Je le dis à chaque fois, mais les gens me prennent pour un fou, mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai vu un lapin blanc géant. Quand je dis ça, tout le monde me dit que c'est à cause du trip. On était supposé être constamment sous surveillance. On ne devait pas subir de blessures à cause de la drogue. Mais certaines choses à cause des drogues qu'ils nous donnaient. Ils n'avaient aucune idée de ce que les drogues nous feraient. Pourtant, des GI, c'était depuis longtemps des sujets d'expérience pour la CIA. Durant 16 années, l'agence de renseignement américaine fit prendre du LSD au soldat James Thornwell. Il mourra peu après la reconnaissance de ses mauvais traitements, à 46 ans, des suites d'une crise d'épilepsie. Bad trip. That was a bad trip. The pain was so excruciating, felt like somebody was sticking me with a million pins. You know, just everywhere. Oh, it just... On avait accès à des toilettes, à une salle de bain. J'avais ma trousse de rasage et ma peau, mes taches de rousseur sur mon bras, je les voyais bouger. Elles brillaient littéralement. Je croyais que c'était des insectes qui étaient sous ma peau, sur mes jambes. Alors j'ai pris la lame de rasoir dans ma trousse et j'ai essayé de me couper la peau. Il y avait des trucs qui arrivaient. Il y avait des problèmes, plein de problèmes. Des problèmes de respiration, de l'anxiété, des insomnies. Plein de problèmes différents. Des problèmes de colère, des crises littéralement. Enfin, de véritables troubles du comportement. Une fois arrivés sur place à Edgewood, on nous dit « Nous souhaiterions que vous participiez à ce programme ». Il était dit que c'était sur la base du volontariat, mais ils insistaient sur le fait qu'ils voulaient nous voir participer.
Et il nous garantissait qu'on ne serait pas blessé et qu'on nous dirait exactement les expériences auxquelles on participerait. Mais dans les faits, ce n'était absolument pas vrai. En acceptant de jouer les cobayes à Edgewood, Franklin Rochelle et bien d'autres jeunes appelés espéraient éviter de partir faire la guerre au Vietnam. Mais il a fini par y être envoyé. Côté stupéfiant, il n'a pas été trop dépaysé. Il a retrouvé dans sa compagnie de nombreux soldats qui étaient prêts à prendre n'importe quelle substance pour essayer d'oublier ou de mieux supporter l'enfer qu'ils vivaient au quotidien. La politique américaine actuelle sur les drogues est directement liée à la guerre du Vietnam. Et cela s'explique par le fait que de très nombreux militaires américains étaient devenus dépendants à l'héroïne. C'était comme vivre dans un monde irréel. À l'époque, qu'est-ce qu'on écoutait? Jefferson Airplane, Can Hicks. Toute cette musique psychédélique, c'était dans nos têtes. Notre conscience ne faisait pas partie de ce monde. Parce qu'on voyait combien il était ridicule et horrible. Mes amis étaient contre la guerre. En tant que GIs, tout ce qu'on voyait, c'était l'horreur de la guerre. Comme lorsqu'on a été attaqué une nuit. Moi, j'étais sous acide, on était terrifiés. On ne pouvait pas voir autre chose que l'aspect négatif de la guerre. Là-bas, j'ai fait plusieurs bad trips. On n'en pouvait plus. Ce qui préoccupe aujourd'hui les responsables américains, c'est le rapide développement de l'usage des drogues dures. L'héroïne, la morphine, les amphétamines. Once we get the results back, we will contact you and then transport you from here to TC Hill, which is our drug treatment center. Any personnel who have had any experience with heroin, morphine, barbiturates, amphetamine, or any opiate byproduct. Ken Kesey, par exemple, c'est quelqu'un de très connu. C'est l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Eh bien, il était responsable des tests sur des acides de la côte ouest. Il a ramené du LSD dans des fêtes pour en distribuer. Tout le monde en prenait, dansait, rigolait. C'est ça qui est dingue, car Ken Kesey avait découvert le LSD lors d'une expérience sur la drogue menée pour l'armée. Je suis allé à Haight-Ashbury pour voir des personnes qui déambulaient dans les rues pendant le Summer of Love. Ils avaient pris certaines drogues, du LSD, peut-être même du BZ. Même si, franchement, je me demande comment ils pouvaient s'en procurer. Comme ils étaient admis dans une clinique, je me suis porté volontaire pour aider à les diagnostiquer et leur donner une sorte d'antidote. Alors même que les expériences avec le LSD et le BZ se poursuivent à Edgewood, ailleurs dans l'armée, on se fend de messages de prévention contre le LSD à l'usage des jeunes recrues. I'm Dr. Walt Miner. I'm here to talk about LSD. Les politiques qui ont conduit à la guerre du Vietnam étaient particulièrement impopulaires à cette époque. Il y a eu les premières manifestations contre cette guerre, puis il y a eu des manifestations contre l'armée elle-même, qui faisait des tests en vue d'une guerre biologique. L'armée voulait utiliser l'agent orange au Vietnam pour détruire toute végétation, afin de pouvoir mettre l'ennemi à découvert et de pouvoir le capturer. Mais au final, cela a produit des effets négatifs et des effets indésirables sur ses propres soldats, avec des compensations financières à la clé. Any man who has ever taken LSD can at any time suddenly develop a recurrence. Now, what's any time? Am I talking about days or weeks? No. I'm talking about months. The longest recurrence that I can document is 2 years after taking LSD.
All right, please be seated, everyone. Mr. Bruckler, you may proceed. Thank you, Your Honor. What the instruction tells you for statutory mitigation is the issue outburst that disrupted the Aurora Theater trial yesterday. That woman you heard screaming is 45-year-old Deborah Cave.
Je ne savais pas que la CIA a engagé des psychiatres. Nous sommes très spécialisés. Vous permettez? Veritas. La vérité. Qu'est-ce qu'on dit déjà à propos de la vérité? La vérité fera de vous des hommes libres. J'ai une question beaucoup plus importante. Qui êtes-vous, monsieur Jonas? Ce sont des questions d'une portée bien plus considérable que vous le croyez. Asseyez-vous, je vous en prie. Pour des raisons qui seront bientôt regrettablement claires, je vais devoir vous révéler un secret. Ensuite, vous serez à même de juger ce que je suis et qui je suis. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans l'un des services scientifiques de la CIA sur le projet MK-Ultra. Peut-être vous en a-t-on parlé. Technique de lavage de cerveau, par l'autosuggestion et l'hypnose. Oui, c'est une analyse un peu rudimentaire, mais il y a de cela. Vous prenez un homme ordinaire et vous le transformez en assassin. C'était notre but. Bien. MK-Ultra a dû être abandonné en 1973, mais malgré cela, les recherches ont été poursuivies sous ma direction. Dois-je continuer ? La vérité fera de vous des hommes libres. The 1940s have been a decade of breakthroughs and developments in medicine and psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality. Remaking people. Shocking them into obedience. This is a story about that powerful idea. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state. It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears, and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock. But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era,
Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, send prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock. The subject should be rudely awakened and immediately blindfolded and handcuffed. When arrested at this time, most subjects experience intense feelings of shock, insecurity, and psychological stress. The idea is to prevent the subject from relaxing and recovering from shock. Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logic at work. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock. Isolation, both physical and psychological, must be maintained from the moment of apprehension. The capacity for resistance is diminished by disorientation. Prisoners should maintain silence at all times. They should never be allowed to speak to each other. There's one other thing I've learned from my study of states of shock. Shock wears off. It is by definition a temporary state. And the best way to stay oriented, to resist shock, is to know what is happening to you and why. Il s'agit de l'EMDR, un acronyme anglais qui signifie désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux. Cette méthode semble se distinguer des autres outils employés en psychothérapie par sa rapidité et son efficacité. Utilisée dans les cas de stress post-traumatique, elle est aujourd'hui étendue à d'autres types de traumatismes ou de troubles psychiques comme les abus, les phobies ou les dépressions par exemple. Cette méthode a été découverte fortuitement aux États-Unis en 1987. Dans un premier temps, elle a généré pas mal de méfiance et de scepticisme avant de séduire de nombreux thérapeutes. Un reportage de Françoise Ducret et Ventura Samara. Suivez ces doigts du regard. Auriez-vous imaginé que ce simple geste permette de retrouver votre équilibre émotionnel? Ça marche aussi avec des tapotements alternés sur les genoux. Fais ton petit papillon. Ça marche avec la technique dite du papillon. Idem avec des vibrations alternées dans les mains. Soufflez. Ou des sons alternés dans les oreilles. Alors au début, mon mari, il a bien rigolé. Il disait tout le temps, ouais, va faire ton blum blum blum. Voilà, c'est un scientifique. Et puis finalement, il a dû se rendre compte que ça marche. Ça continue régulièrement à me bluffer. Où je me dis, c'est déjà fini, c'est possible, on a déjà tout retraité, c'est quand même pas vrai. Alors je vais recontrôler pour être sûr qu'on a bien tout retraité. Et oui, apparemment, il n'y a pas de problème. L'EMDR permet de faire éclater en quelque sorte ces bulles préoccupantes, ces éléments qui marquent
l'individu sans qu'il s'en rende compte. Des mouvements rapides, ils réactivent le matériel qui est enfoui, le matériel traumatique. On peut se poser la question si c'est bien de ressortir tout ça finalement, parce que après bien des séances, j'étais plus mal en sortant de la séance qu'en y entrant. Bienvenue dans le monde de l'EMDR. Cette thérapie est conduite selon un protocole très strict qui débute par une anamnèse fouillée. Le thérapeute doit au préalable connaître l'histoire de vie du patient pour savoir si la technique peut être proposée sans contre-indication. Ensuite, le patient doit identifier le souvenir ou l'image qui lui fait le plus mal et qu'il veut traiter. Ouais, dans ma chambre à 12-13 ans, je sens que je ne peux pas faire confiance. Je me sens seule. Ouh là là. Quelle est la phrase qui résonne en vous maintenant et qui dit quelque chose de désagréable ou négatif sur vous? Oui, je suis seule. Je suis seule. Quand vous êtes en contact avec l'image, la perturbation émotionnelle est à combien maintenant? Entre 0 et 10, 0, aucune peur, neutre, et 10, perturbation émotionnelle maximum. 8-9. Très bien, continuez avec ça. La phase de désensibilisation commence. Ces gestes apparemment anodins reconditionneraient le cerveau du patient. Ils seront répétés plusieurs fois au cours de la séance. Il est fréquent que des émotions difficiles surviennent, ou des images de la situation pénible, ou des pensées, ou des sensations physiques. C'est normal. C'est pas un processus agréable, mais malheureusement, en psychothérapie, on n'a pas d'anesthésie. Et puis on l'explique aux patients. Il faut passer à travers ça. Avec le soutien du thérapeute, la personne peut passer à travers ça, a tout à fait la possibilité de dire stop, c'est trop, j'ai besoin d'une pause. Et on a auparavant préparé des exercices de relaxation, de régulation des émotions pour pouvoir calmer le jeu et repartir. Les indications officiellement reconnues, c'est l'état de stress post-traumatique. On a aussi de bons résultats, également montrés par certaines études, avec les troubles paniques et agoraphobiques, les phobies, les dépressions, les problèmes d'estime de soi et relationnels. Ouais, c'est assez lugubre. Et je me sens seule, quoi. Je sens personne autour de moi et c'est assez lugubre, quoi. Dans les traumatisations complexes, c'est plus long et plus difficile, parce que les choses sont complexes, mais l'expérience montre que ça va en général plus vite quand même que d'autres formes de thérapie, entre guillemets, traditionnelles. Qu'est-ce qui vous vient quand on parle d'accident de papa, ok? Bah, moi, en fait, j'étais pas au top parce que, quand il était là, mais il était toujours en chaise roulante, alors... Ok. Alors maintenant, tu peux prendre tes crayons et dessiner. Dessiner permet aux enfants de mieux visualiser ce qui les préoccupe. Il s'agit parfois de maltraitance et d'abus. Les causes peuvent être multiples. Souvent, il y a des problèmes scolaires, troubles de comportement, un accident quelconque où ils sont soit victimes, soit témoins qui leur font après des cauchemars, qu'ils n'arrivent pas à tenir à l'école après quelque chose qui est arrivé. Ou il y a aussi quand, dans la famille, il y a quelque chose qui arrive. Ça, c'est une cause très fréquente de demande de consultation. C'est quoi? C'est mon papa quand il est en chaise roulante et je suis contente de le voir quand on arrive. D'accord, ok. Alors, et qu'est-ce que tu sens? C'est que j'étais très contente qu'il soit là, mais en même temps, comme on n'était pas chez nous, c'était pas parfait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça descende à zéro? Qu'il puisse mettre un peu de poids sur les jambes. D'accord. Alors, faites un petit papillon et tu laisses venir. C'est la technique dite du papillon, qui est essentiellement utilisée chez les petits, car le mouvement est très doux. Est-ce que les résultats que vous obtenez chez les enfants sont pratiquement identiques à ceux que vous obtenez chez l'adulte? Oui, tout à fait, avec la petite différence qu'avec les enfants, c'est beaucoup plus rapide. En une de séances très bref, de 20 minutes, demi-heure, les enfants sont déposés leurs problèmes. À la fin du traitement, le thérapeute s'assure que la situation négative soit associée à une croyance positive. Encore bien. Encore bien, ok. Et quand vous regardez cette image, la phrase « Je suis digne d'être aimé », vous restez avec ça? Très bien. Et soufflez bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont totalement résistants à ce type d'approche? Bien sûr, il y en a. Ils sont assez rares, en fait. Ils sont vraiment très rares. Et personnellement, sur peut-être, je ne sais pas moi, c'est peut-être 1 ou 2 personnes sur 100, je dirais, à qui ça convient pas. En 2010, 10 mois après avoir accouché d'une petite fille, Valérie Gendre ne voit plus d'un œil. Son médecin lui annonce une mauvaise nouvelle. Il m'a dit, vous avez une tumeur au cerveau et un anévrisme. Et là, vous devez aller directement à l'hôpital, on vous attend là-bas. Je dis, c'est juste pas possible, ça peut pas m'arriver, j'ai que 34 ans, j'ai un bébé de 10 mois, non, pas moi. Je suis assise dans ce taxi, je ferme la porte, j'ai toutes ces nouvelles autour de moi, ces grosses nouvelles qui me tombent dessus, je regarde ma fille, puis à ce moment-là, je me dis, j'ai oublié de lui dire au revoir. Et
Et puis je dis, mais si je la vois pas, si je meurs. Et puis voilà, je me suis éloignée. Et puis je me suis dit, mais tu as oublié de lui dire au revoir. Valérie arrive en taxi aux urgences où elle est immédiatement prise en charge. Vous allez vous faire opérer tout de suite cette nuit d'urgence. Et puis on me dit, voilà, quels sont les risques de cette opération. Est-ce que vous avez des questions? Puis je dis, vous pouvez juste aller chercher un cercueil, parce que je vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir avec cette grosse opération, une double opération cerveau. Et là, de nouveau, je suis toute seule, je suis aux urgences, cette image de mon bébé dans la poussette, j'arrive pas à enlever cette image de la tête. L'opération n'est finalement planifiée que 2 jours plus tard. Mais la veille de l'intervention, une nouvelle image traumatique va perturber Valérie. J'embrasse mon papa, j'embrasse ma maman, j'embrasse ma petite fille très 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 fort. Ils entrent dans l'ascenseur, les portes se ferment. Et finalement, c'est 2 mondes qui se séparent et ils partent. Et puis les portes sont fermées devant mes yeux. Puis là, je me sens toute seule. Je me dis que peut-être c'était la dernière fois qu'ils me voyaient. C'est comme si un rideau se ferme sur une pièce de théâtre et c'est fini. Malgré tous les dangers, l'opération se passe bien. Et Valérie peut rentrer à la maison. Et c'est là que commencent les émotions qui vous envahissent, qui prennent possession de votre corps. Et là, vous avez une colère noire qui s'installe. Vous avez une colère contre tout le monde. Et puis les flashbacks de la mort qui ne vous lâchent pas. Ces flashbacks de la mort qui sont tout le temps là, tout le temps, nuit et jour. Des caractéristiques typiques d'un stress post-traumatique. Valérie consulte alors un psychiatre qui lui propose de travailler avec l'EMDR sur les images qui l'obsèdent. D'abord, il y a les pleurs qui arrivent, il y a la colère qui arrive, et puis il y a ces sentiments de haine qui sortent de votre corps, et vos yeux suivent les doigts de la thérapeute, et puis finalement, vous vous rendez compte que ça va de mieux en mieux. Banlieue de Rome. Le neurophysiologiste Marco Pagani a voulu comprendre les effets de l'EMDR sur le cerveau. Et il y est parvenu. Il a conduit une étude sur 47 conducteurs de métro victimes de chocs post-traumatiques après avoir vu des gens se jeter sous leurs rames. Il les a placés dans un appareil d'imagerie médicale fonctionnelle avant et après la thérapie par EMDR, tout en leur faisant écouter le récit de leur accident. Avant la thérapie, il a observé que leur cerveau semblait incapable de gérer les émotions provoquées par le souvenir traumatisant. Le lobe frontal n'exerçait plus une inhibition appropriée sur l'amygdale et l'hippocampe, lieu où se concentrent les émotions et la peur. Cela se manifestait par un afflux anormal de sang dans certaines zones du cerveau. Après les MDR, il a constaté que la zone cognitive du cerveau avait pris le contrôle sur la zone émotionnelle. Nous avons observé que suite à la thérapie, toutes les aires du cerveau qui étaient hyperactivées par le souvenir traumatique s'étaient normalisées. Et ce qui nous a frappé en particulier a été de voir la normalisation du flux sanguin dans le lobe occipital. C'est ce qui explique probablement la disparition des symptômes intrusifs des images traumatiques, des hallucinations ou des cauchemars nocturnes. Les images deviennent de plus en plus lointaines. Ça veut dire qu'on se concentre sur ce mouvement des doigts, donc les yeux balayent de gauche à droite. On arrive à se détacher de cette image petit à petit. Et c'est comme si moi je sortais de cette image, comme si je sortais de mon corps. Je me vois dans la voiture, par exemple, quand je pars aux urgences. Et là, je me vois de plus en plus petite et je me vois de l'extérieur cette fois, et plus dans moi, dans mon corps. À Rome, Marco Pagani a voulu aller plus loin dans ses recherches en mesurant en temps réel les effets de l'EMDR. Pour cela, il a utilisé l'électroencéphalogramme, qui permet de mesurer l'activité électrique des différentes zones du cerveau. Quelle est l'image qui vous perturbe le plus? Quelle est la pire? La pire image, c'est quand je me suis penchée par la fenêtre et que j'ai vu mon grand-père se faire embarquer dans l'ambulance. Marco Pagani a suivi l'évolution des patients durant 8 séances. La partie la plus excitante pour nous a été de voir qu'au début de la thérapie, alors que le patient était encore traumatisé, il y avait une hyperactivation de la partie frontale chez tous les patients. Activation aussi de l'hippocampe et de l'amygdale. Pendant l'enregistrement de l'électroencéphalogramme lors de la 8e et dernière séance, et alors que le thérapeute nous avait assuré que le patient ne présentait plus de symptômes, nous avons remarqué que cette activation, pendant le moment où le thérapeute bougeait ses doigts, qu'il rappelait au patient son traumatisme, que cette activation ne se situait plus au niveau du lobe frontal, de l'hippocampe et de l'amygdale, mais qu'elle se déplaçait vers les régions arrière qui sont les aires de la cognition. C'est comme si on voyait en direct une guérison. Ce n'est donc pas une thérapie qui agit a posteriori ou une semaine après l'intervention du thérapeute. C'est quelque chose qui intervient en temps réel, pendant la thérapie. C'est une caractéristique unique de l'EMDR. L'EMDR permet donc au cerveau d'aller mettre les expériences négatives dans le bon tiroir, celui qui ne fait plus mal, le tiroir de la cognition et non celui de l'émotion. Les recherches des scientifiques rejoignent ainsi le vécu des patients. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion, maintenant? Par rapport à la situation, de l'anxiété et de la peur. Ok.
Suivez ma main. Henri Daniel Kolb a perdu un fils de 27 ans dans un accident de voiture. La thérapie a eu le mérite de l'aider bien au-delà de ce drame. Des séances régulières m'ont permis pas d'accepter, mais de vivre avec cet événement. La confiance que je pouvais donner à Mme Zimmerman, finalement, m'ont fait que j'ai pu me dévoiler sur d'autres problèmes qui me hantaient déjà depuis des décennies. J'ai subi un abus par un voisin quand j'étais tout petit. Ensuite, un accident malheureux avec ma maman qui s'était par inadvertance immolée avec de l'esprit de vin. Ensuite, j'ai été aussi confronté dans ma vie professionnelle à un hold-up avec prise d'otage. Généralement, quelqu'un qui vient, par exemple pour un décès, il vient pas demander de l'aide et faire une thérapie globale. Mais si on travaille sur le deuil de cette personne, par exemple, souvent les événements traumatiques, ils réveillent un tas d'autres choses qui n'ont pas été résolues dans la vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Philippe de Tribolet. Ce Neuchâtelois a été consulté Eva Zimmerman. Lui a perdu son fils dans un accident de montagne. Moi, en tant que père, je perdais mon fils. Et dans la relation psychothérapeutique, Eva, évidemment, me pose un peu des questions sur le vécu, sur le passé. Et c'est là qu'elle découvre que ma relation avec mon père avait été perturbée, traumatisée par un événement que j'avais vécu à 5 ans, où mon père, craignant que je mette le feu à la maison, m'avait brûlé les mains pour me montrer finalement la puissance du feu. Et cette association des deux pères, on va dire, c'est ce que j'avais vécu à 5 ans, puis ensuite ce que je vis avec mon propre fils plus tard, n'est pas passé inaperçu pour une thérapeute comme Eva Zimmerman. Et il s'agissait à un moment donné de retravailler ces éléments perturbateurs, et là, les MDR avaient son sens. Si on vient effectivement pour un événement isolé, ça peut durer, je dirais, au plus rapide peut-être 3, 4, 5, 6 séances comme ça. Mais ça demande une personne très stable qui a vécu un événement dans sa vie et la vie continue de manière stable pour elle. Maintenant, des gens qui ont vécu des années de violence ou de traumatisme, c'est pas en 3 séances qu'on peut gérer ça. Ça peut durer des années aussi. Ouais, j'ai un sentiment d'être un peu cinglé, quoi. Ouais. Et où est-ce que vous ressentez cette perturbation dans votre corps maintenant? Dans la poitrine et puis jusqu'au bout des doigts. D'accord. Notez bien ça et suivez ma main. Suite à tous ces traumatismes, Henri Daniel Kolb s'est créé des rituels de protection qui sont devenus des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs qui ont été atténués grâce à l'EMDR. C'est vieux tout ça, laissez aller. Il y en avait tellement. Toucher de la main gauche la personne qui vous quitte, ne jamais s'engager sur un passage clouté avec la jambe gauche. Ces tocs, finalement, me rassuraient. C'est un sentiment qui est difficile à décrire, mais vous êtes obligé de le faire parce que vous vous mettez dans la tête que si vous ne le faites pas, eh ben vous allez... il va arriver quelque chose. J'ai du beau pourpre dans les yeux. Parfait. Le pourpre a tourné au bleu, je sais pas pourquoi. D'accord, c'est parfait. On passe d'abord par des images, je dirais, difficiles. Il y avait une certaine violence derrière, etc. J'ai vu un arbre sur lequel on voyait des oiseaux qui chargeaient cet arbre. Pas un bel arbre. Et puis ces oiseaux arrivent dans une image étonnante, pour un EMDR, à partir. Et puis je me souviens d'une séance où on finit avec une immense plaine, jaune, ocre, orange, calme, on se sent bien là-dedans. On finit par un horizon qui est soudainement blanc, donc vide, donc plus d'images, plus d'éléments, je dirais, perturbants. Pourquoi un mouvement rapide des yeux permet une désensibilisation et un retraitement des émotions douloureuses? C'est une question à $1 million, comme on dit. Il existe diverses hypothèses. Celle qui me semble la plus plausible et qui a été confirmée par des études sur des animaux est le fait que la fréquence du mouvement des doigts utilisé par le thérapeute, la fréquence des tapotements ou des sons, cette fréquence est de 2 à 4 Hz, ce qui veut dire 2 à 4 mouvements par seconde. È una frequenza che va dai 2 ai 4 Hz, vuol dire dai 2 ai 4 movimenti al secondo. Questa frequenza ricorda. Cette fréquence rappelle exactement
celle que le cerveau utilise pendant la nuit, pendant les phases du sommeil lent, et qui sert à encoder l'information qu'il juge importante. Donc, le thérapeute, lorsque le patient est éveillé, fait des mouvements qui sont exactement synchrones, qui ont la même fréquence que ceux que le cerveau utilise pour enregistrer l'information la nuit. Di quelli che il corpo, il cervello utilizza per immagazzinare informazioni. Le résultat de l'MDR pour moi, c'est que j'ai pu me débarrasser, je dirais à 90% de mes tocs, de pouvoir vivre pleinement, beaucoup plus sereinement. Et puis avec, c'est vrai, un grand trou avec ce fils qui n'est plus là. Comme je le dis, on a le droit de pleurer, mais on a aussi le droit de vivre malgré tout. Est-ce que grâce à l'EMDR, vous avez pu pardonner à vos parents finalement tout ce qui s'est passé? Le pardon est un peu facile, je dirais, mais ça me prend moins de place dans la relation avec eux. C'est quelque chose qu'on dépasse, qui, justement parce qu'il y a de la place, parce que ces bulles sont sorties, on met de la place pour autre chose. Tout a l'air facile dans les MDR, mais attention, il s'agit d'une psychothérapie à part entière. La personne peut être submergée par un chaos émotionnel qu'elle n'arrive plus à gérer, d'où l'importance de la formation du thérapeute. Quelques années avant cette séance d'IMDR, cette patiente a failli mourir d'asphyxie pendant qu'elle accouchait. Elle pense s'étouffer, c'est ce qui s'était passé pendant l'accouchement. Donc elle n'a plus d'air et elle commence à vraiment revivre cet accouchement. Donc c'est clair que là, il faut savoir comment faire. Il faut surtout déjà pas avoir peur en tant que thérapeute et savoir quoi faire. Il faut savoir la guider à travers ce moment difficile. Et c'est ce que je fais ici avec elle. Aujourd'hui, elle va assez bien, on peut dire. Elle n'a pas terminé la thérapie. Elle a encore des petites parties qui pensent qu'elle n'a pas vraiment survécu. Même si la méthode paraît simple, il faut se méfier des pseudothérapeutes qui pourraient s'en emparer ou de toute personne qui ne serait pas spécifiquement formée à l'EMDR. Il ne s'agit que d'un outil, comme dans le cadre de n'importe quelle thérapie. L'important, c'est la qualité de celui qui l'emploie. Il existe en Suisse des psychiatres et des psychologues diplômés qui se sont formés spécialement à ce procédé. Allez, parlons de Kepler, entre parenthèses, avec un S, car on le comprend dès les premières minutes de la série. Vous êtes plusieurs dans votre tête. Exactement, nous sommes 3, enfin 4 avec moi, enfin avec lui. Vous avez des passagers. Voilà, des passagers qui prennent le pouvoir, enfin avec lesquels j'essaie de négocier. C'est une véritable maladie ou pas? Absolument. Il a convoqué le premier, hein, parce qu'on entend chanter une chanson qui dit que sa maman achète des cerfs-volants pour qu'il puisse s'échapper. Mais son père est un chien méchant qui le frappe. Donc ça commence en général comme ça. Un enfant convoque un autre enfant pour prendre sa place. Et ne pas, lui, subir les sévices et en avoir peur. Et donc, il passe par quelqu'un d'autre. Ensuite, d'autres personnages arrivent, plus dangereux, plus compliqués. Alors, oui, c'est ça, il y a 3 personnages. Il y a un petit enfant qui a peur ou qui sert à rassurer l'enfant que Kepler est. Il y a une espèce de dandy malin, une sorte d'intellectuel qui joue beaucoup avec le charme, la manipulation psychologique, intellectuelle dans les rapports, dans les interrogatoires. Et puis il y a la bestiace, l'espèce de Daniel Morin de service. Le brutal. On y va. Le brutal, le tatoué, le barbu. La brute et le truand. Non, c'est ça. Et donc en fonction des phobies, des moments d'angoisse, l'un ou l'autre de ces passagers dans le cerveau de Kepler veut prendre dessus. Exactement. Exactement. C'est exact, vous avez tout à fait bien. Vous êtes brillant. Avec le bon et le mauvais. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement utile dans ces enquêtes comme extrêmement dangereux. Il faut savoir qu'il ne se souvient pas trop de ce qu'il fait quand un passager prend sa place. C'est vraiment une maladie réelle. Ça a été joué par McGavoy dans Split, par exemple, où lui, il en a 27. Il y a un type qui a été acquitté de ses actes parce qu'on a considéré qu'il n'était pas du tout maître de ses gestes. Et maître de son corps et de son esprit. Il a eu même fait des choses graves. Il a été, non pas acquitté, mais en tout cas, oui, enfin, bon, on peut l'acquitter. Il a été compris, en tout cas. Voilà, on l'a compris. On a dit, ce garçon n'est pas raisonnable. Il faut le soigner. Et donc, voilà, il joue ce genre de personnage, Kepler a affaire à ce genre de personnages, qu'il a d'abord convoqué, qui ensuite prennent le dessus. Nous recevons Sarah Smadja. Bonjour, Sarah. Vous êtes médecin, psychiatre au service hospitalo-universitaire. C'est à Sainte-Anne? Du centre hospitalier Sainte-Anne, oui, c'est ça. Voilà. Directrice médicale de la Fondation Pierre Deniker pour la recherche et la prévention en santé mentale. Pour en revenir à cette série Kepler que vous avez vue, la première question que j'ai posée à Marc Lavoine était de savoir si ça existait des personnes qui avaient comme ça des passagers. Alors, je ne sais pas si c'est le terme médical de dire qu'il y a des passagers dans l'esprit de ces malades, mais en tout cas ça existe. Ce que l'on a vu, ce qu'on voit dans cette série. Alors, je sais pas pourquoi vous m'avez invité, parce qu'en fait, Marc Lavoine a très bien décrit ce que c'était que le trouble dissociatif de la personnalité. Tout commence en fait par un traumatisme dans l'enfance, où pour s'extraire du trauma, on se dissocie. La dissociation, c'est un état qu'on expérimente tous en fait quand on conduit sa voiture et qu'on pense à autre chose et qu'on arrive chez soi alors qu'on s'en est pas rendu compte, c'est une dissociation. Et en fait, lors du trauma, on se dissocie, et quand c'est répété dans l'enfance, ça peut aboutir à l'extrémité qu'est le trouble dissociatif de la personnalité, qui correspond à différentes personnalités qui peuvent être au nombre Excusez-moi, indéfini. quand on
pour revenir à votre exemple de voiture, quand on est en voiture, qu'on pense à autre chose et qu'on va chez soi, pour moi c'est un réflexe, hein, c'est pas, vous appelez ça une dissociation. Ouais. C'est une forme de dissociation. Donc avoir la tête en l'air, c'est une forme de dissociation. Ça commence par une rêverie. Donc c'est pas un traumatisme, ça. Non, ça c'est pas un traumatisme, mais c'est pour vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Et dans une situation de traumatisme, on va se mettre dans cette espèce d'état où on est un peu en dehors de soi, et ça peut aboutir à cette extrémité qui est le trouble de la personnalité multiple. Alors le traumatisme qui intervient chez l'enfance, pardon, ça peut être la peur, c'est une agression, c'est quelque chose de, c'est une violence ou c'est une phobie? Non, c'est des violences, c'est souvent des sévices sexuels, des sévices physiques qui sont répétés dans le début de l'enfance et avant 7 ans en général. Donc victime de pédophilie ou de maltraitance. Tout à fait. Le terrain est propice à ce genre de... Alors c'est une maladie, c'est un syndrome, comment vous le qualifiez? Alors c'est une maladie, ça a été défini par les Américains notamment dans le DSM, qui est une classification des maladies mentales. C'est assez controversé en Europe. Mais c'est considéré comme existant, comme trouble extrêmement rare mais existant. Et avoir plusieurs personnes en soi ou dans sa tête, quelle est la différence avec la schizophrénie? Alors, c'est une très bonne question parce que ça n'a rien à voir. En fait, bien souvent, la schizophrénie, on considère que c'est un dédoublement de personnalité, ce qui est complètement faux. Non, c'est complètement faux. Mais c'est la représentation qu'on en a qui est très stigmatisante et qui n'est pas la réalité. En fait, la schizophrénie, c'est surtout une désorganisation. Donc, c'est une pensée qui est mal organisée, c'est des émotions qui correspondent pas en fait à ce qu'on doit ressentir. Par exemple, c'est rigoler en disant que son père est mort. Ça, c'est de la schizophrénie. Mais c'est pas avoir deux personnalités qui coexistent. Dans le langage quotidien, on est totalement à contresens vis-à-vis du sens médical en tout cas du terme. Ouais. D'accord. Tu voulais poser une question? Oui, j'ai lu un truc qu'une Anglaise avait des passagers hommes. Est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est possible. Parce que là, du coup, dans la série, ça reste des hommes. Elle, c'était une femme avec trois mecs, quoi. Ça, c'est possible. C'est possible. Dans sa tête. Dans sa tête. Oui, excusez-moi, bien sûr, évidemment. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Le plus connu de ceux qui avaient ce genre de maladie avait des femmes. Il convoquait des femmes aussi, donc il parlait plusieurs langues, enfin des gens qui parlaient des langues différentes. Je voudrais reprendre cette expression de Marc Lavoine, convoquer des personnages. Ouais. C'est donc la personne qui est atteinte de ce syndrome, de cette maladie, qui appelle à l'aide tel ou tel passager. Oui, alors c'est pas conscient, mais c'est une forme d'appel à l'aide, c'est-à-dire que quand il y a... En fonction de la situation, en fonction du malaise, ça correspond au rôle de tel ou tel passager. Voilà, quand il y a un stress aigu, il peut y avoir... C'est à ce moment-là qu'il y a des switches de personnalité. Au quotidien, c'est invivable comme dans la série, ou la série en fait trop parce que c'est tu t'organises. Disons que dans la série, il y a quand même une multitude de stress qui sont concentrés sur très peu de jours, donc ça explique tous ces changements de personnalité. Et dans la vraie vie, normalement, il y en a quand même un peu moins. Est-ce que ça peut être aussi dangereux que dans la série, ces passagers? Est-ce qu'il y a des passagers, comme l'a expliqué Marc Lavoine, qui peuvent pousser à un crime, à un geste grave? Ça a été décrit aux États-Unis dans les années 80, des séries de cas où effectivement la personne avait été irresponsabilisée, jusqu'à Bill Milligan. C'est lui dont on parle. C'est lui dont ils se sont inspirés. Exactement. Et comment, d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes touchées par cette maladie? Non, c'est extrêmement rare. C'est moins d'1% de la population, et ça, c'est des chiffres qui sont publiés aux États-Unis. En Europe, on n'a pas ce type de chiffres-là parce que probablement qu'il y a un surdiagnostic aux États-Unis et un sous-diagnostic en Europe, donc c'est pas très clair. On sait pas exactement combien de personnes sont touchées, mais ça reste très marginal. Et on sait la soigner, cette maladie? Est-ce que c'est des prises de cachet comme dans la série là aussi, où il a besoin absolument de son traitement? Alors en fait, ce qu'on soigne, c'est ce qui accompagne la maladie. Donc c'est les syndromes dépressifs qui peuvent être associés à ces difficultés de gestion des émotions. Quand tout va bien, on n'appelle pas un passager. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est que quand il y a un problème. C'est quand il y a un stress. Donc le médicament est fait pour calmer le battement cardiaque, le stress, les phobies. C'est un traitement qui peut être anxiolytique, c'est un traitement qui peut être antidépresseur. Mais alors autant le trouble dissociatif de la personnalité c'est très rare, mais il y a un autre trouble qui s'appelle le trouble de la dépersonnalisation, qui est une sorte de trouble avant d'arriver jusqu'à ces personnalités multiples, qui est beaucoup plus fréquent, et là qui va se traiter par d'autres formes de traitements qui peuvent être à Sainte-Anne notamment. Il y a un protocole en cours sur des TMS, c'est la stimulation magnétique transcrânienne, c'est une bobine électromagnétique qui est placée au niveau cérébral, là où avec une cible précise pour guérir de cette pathologie. Au final, ce qu'on voit plus, c'est des personnes qui sont dépersonnalisées. Ça, c'est beaucoup plus fréquent, et ça, on en voit au quotidien. Des personnes qui vont avoir le sentiment d'être un peu à l'extérieur de leur corps, ou d'avoir l'impression que leur quotidien est étrange. Ça, ce ne sont pas que des criminels ou que des personnes qui ont des... Ah non, pas du tout. Non, parce que là, on a donné que des exemples de violence ou d'actes ou de ce Billy, je sais plus quoi, aux États-Unis. Mais y a-t-il des gens que l'on croise, enfin que l'on peut croiser, avec lesquels on vit normalement et qui ont oui.
Toi, t'as beaucoup de personnages en tout cas. Brachetti. Ça ne se voit pas de l'extérieur. Et on peut avoir une vie normale. On peut avoir une vie normale, ça peut se déclencher à différents moments de la vie, et surtout, en fait, les personnes qui ont ce trouble se cachent. C'est une vraie souffrance. Et c'est une sorte de dépression profonde, non? Considérés comme étant très malades. malades. Sur un nouveau continent quand on parle de ce genre de truc. J'ai l'impression surtout que le cerveau est tellement immense. J'ai l'impression que c'est une découverte. Ça fait peu de temps qu'on parle de cette maladie, non? 30 ans. Non, mais sur l'échelle de l'humanité, enfin, ça paraît. Évidemment, si tu mets ça sur l'échelle de l'humanité. Où tu veux que je le mette? Non, mais il se trompe et il se rattrape avec l'échelle de l'humanité. C'est un peu facile quand même, monsieur. C'est comme ceux qui font des vannes. Il me fatigue. Ceux qui disent des horreurs, non, c'était une vanne. Et dernière question pour revenir sur la schizophrénie, puisqu'on utilise mal ce terme-là. Il faudrait dire quoi alors pour ceux qui ont une espèce de dédoublement de personnalité? Les schizos. Ceux qu'on appelle schizos, vous avez dit c'est pas ça. C'est de la désorganisation. C'est ce terme-là qu'il faudrait utiliser. Ça veut dire qu'un homme qui ne range pas sa maison est schizo? Alors, non, la désorganisation, ça peut être sur plusieurs plans. C'est le fait d'avoir une incohérence, en fait. Mais ça peut être sur le plan affectif. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pleurer alors qu'il y a un événement triste, un événement gay. C'est pas de la bipolarité. La bipolarité, c'est une alternance de phases dépressives et de phases euphoriques, mais sur un temps délimité avec des intervalles libres où la personne est complètement normale. Alors que la schizophrénie, c'est le fait d'avoir une incohérence de la pensée, en fait. D'accord, mais alors quand nous, on dit t'es schizo à quelqu'un, il faudrait dire quoi? Parce qu'on qualifie pas une désorganisation quand on dit t'es schizo. Non, ça... Oh, tu es désorganisé. Ça veut dire ambivalent, en fait. Dans la plupart du temps, c'est utilisé de cette manière-là. Alors, ce qui est dommageable pour les patients, parce qu'ils considèrent que c'est quand même une maladie, donc c'est stigmatisant, etc. Mais bon, c'est un terme, il y a tout un débat là-dessus actuellement, sur le fait de changer le terme de schizophrénie